Now turn on to Jean-Marc Petit, qui va nous parler de l'esprit ludique et simplificateur de Michel Hénon. Okay, so since I'm not a specialist on any of the important topics on which Michel worked, I'm not going to give a really scientific talk. This is more to talk about how I interacted with Michel and a few little not important things we did together. And that didn't lead to a lot of papers nor a lot of citations. So then, since it's not that important, I'm switching back to French so that some other kind of people can understand what I'm going to say. And if somebody doesn't really understand everything and wants to ask questions in English later on, we can discuss that, no problem. Donc maintenant, je vais passer en français parce que je veux parler plus de choses un peu plus personnelles à propos de Michel. Et je veux que ce soit bien compris aussi par la famille de Michel, donc je vais vous donner la suite en français. Donc, ma première... Oh, le problème, ça va être ça. J'ai tout écrit en anglais et je vais essayer de le lire en français. J'ai déjà fait des confs où je passais les deux, c'est pas toujours facile. Ma première rencontre avec Michel a été en fait dans le cours de DEA, de système dynamique, turbulence système dynamique, qui avait lieu en l'année 82-83. Donc c'est vieux sans être trop vieux. Et ma première rencontre avec lui, ça n'avait pas été sur un cours de dynamique, de système dynamique ou autre, bien que le DEA soit sur ce sujet-là, mais c'était sur un cours de programmation, tout bête. Donc voilà, le premier cours, le grand spécialiste des systèmes dynamiques vient nous parler de programmation. Et la première chose qu'il nous dit, bon, les gars, vous ne faites pas ça. Ça, c'est ce qu'on trouve dans tous les programmes. C'est un véritable fouillis. Il y a des trucs, ça va à droite, à gauche, on ne sait pas ce qui se passe. Ça ne marche pas. Vous voulez faire quelque chose, vous découpez votre problème en blocs. Voilà, on a des blocs. Et alors, il y a trois types de, en gros, il y a trois types de blocs. Les trucs, les séquences, les tests et les boucles, avec deux types de boucles. Et avec ça, vous représentez un programme complet. Vous voyez tout. Oui, bon, d'accord, très bien. On se demande pourquoi un gars aussi brillant va nous parler de ça, mais ce n'est pas complètement perdu. Et en fait, ça a été très utile pour moi en tous les cas, et j'ai appris pas mal de choses grâce à ça avec lui. Et si on était plus nombreux à suivre ce genre de préceptes, on s'en sortirait beaucoup mieux. Donc voilà, il nous a donné un petit exemple. Vous avez une question, voilà, initialisation, calcul, après on met les résultats, et puis alors, on décrit. Et toute l'idée était de dire, bon, ben, vous avez toujours cette vision des blocs que l'on va découper, on va simplifier le problème, on va se concentrer sur les choses importantes du problème en écartant les choses complètement accessoires. Oh, c'était pas ça. Donc ici, on a une description, j'ai plus de... Si. On a une description d'un problème de plus en plus compliqué à partir de cette représentation en bloc. Ça a l'air absurde, mais bon, c'était ma première rencontre avec Michel, donc j'étais un peu surpris. Bon, très bien, grand spécialiste qui nous ferait ça, pourquoi pas. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que donc Michel il y avait une vision, de mon point de vue en tous les cas, top-down, donc du haut. Il est arrivé à extraire, ce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, extraire le point, oui, comme disait Riel, il ne jetait pas le bébé, il jetait que l'eau du bain, lui. Alors nous, en général, moi je jette le bébé, je garde l'eau du bain, chacun son truc. Et il avait une analyse très structurée de tous les problèmes. En ce qui concerne les problèmes de programmation, il a toujours écrit une documentation très claire et très concise. Et cette façon de faire aussi, on le retrouve dans ses articles, hein, ils sont très clairs, très concis. Ce n'est pas des articles trop longs. Une chose, tout à l'heure, c'est toi qui as parlé le truc de découper, hein, de saucissonner les articles. Comme tu disais, il ne le faisait pas. Et en fait, son idée, c'était une idée par article, mais une idée complète et complètement exprimée. Donc, pas trop court, pas trop long, c'est pas la peine de faire des pavés non plus. Et une méthodologie très rigoureuse. Et la grosse force de Michel, de mon point de vue, c'est que tous ces préceptes sur lesquels on s'accorde tous, ouais, c'est tout à fait génial, c'est ce qu'il faut faire, et qu'on oublie à la première occasion, lui, il les appliquait toujours. Je l'ai toujours vu appliquer tous ces préceptes à toute occasion, en tous les cas dans son travail. Ensuite, un jour, j'étais donc toujours en train de continuer ce DEA, et Uriel Frisch, ici présent, m'attrape, m'amène dans la petite cuisine du PHC. Pour ceux qui connaissent l'Observatoire de la Côte d'Azur, il y a
le bâtiment du pavillon Ambry chrétien, il y a une petite cuisine, il m'attrape, il me met là, et puis il me dit, bon, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Les systèmes discrets ou les milieux continus? Sans plus. Ouais, moi, qu'est-ce qu'il me veut, ce monsieur? Moi, je préfère les systèmes discrets parce que les milieux continus, c'est plein d'équations tordues, dérivées partielles, j'y comprends pas grand-chose. Les systèmes discrets, j'ai l'impression que je peux mieux comprendre, je vois mes petites particules qui se baladent. Donc. Ah ben alors, il m'a dit très bien, tu vas voir Michel Hénon, il va te proposer un sujet de DEA et probablement un sujet de thèse si ça marche bien. Et si jamais tu avais répondu les milieux continus, tu serais venu travailler avec moi. Donc voilà, est-ce que c'est une chance ou un malheur? Je ne sais pas, pour qui. Voilà, toujours est-il que ça fut le début de mon travail avec Michel, grâce à cette question posée par Uriel. Et je ne savais pas ce que je devais répondre, puisque je ne savais pas vers qui il allait m'envoyer. Je ne savais même pas pourquoi il me posait cette question à l'occasion. Donc, à partir de là, je me suis retrouvé à travailler avec Michel Hénon sur les anneaux de Saturne. Et à l'époque, les anneaux de Saturne étaient un sujet qui reprenait de l'ampleur. Il faut vous rappeler, hein, là c'était en début 83, je fais mon DEA là-dessus, puis ensuite ma thèse avec Michel Hénon, et on venait d'avoir les observations réalisées par les sondes Voyager qui étaient passées au voisinage de Saturne et avaient vu les anneaux. Donc voilà les images renvoyées par les sondes, alors je ne sais jamais laquelle des deux, si c'est Voyager 1 ou 2, les premières photos des anneaux de Saturne vues de près par une sonde. Et là, c'est un schéma beaucoup plus précis et en même temps moins parlant pour les non-spécialistes, qui vous donne la densité de matière en fonction de la distance à Saturne. Donc, c'est le profil radial des anneaux de Saturne. Et on voit qu'il y a plein de choses qui se passent, parce que chaque point ici est important. Hein. C'est pas les petits trucs qui montent et qui descendent, ce n'est pas des erreurs, c'est vraiment tous les points sont significatifs. Donc, on voit aussi bien sur la photo que sur le profil radial qu'il se passe des choses beaucoup plus compliquées que ce qu'on avait imaginé. À l'époque, les gens imaginaient que les anneaux, bon, on avait bien vu que depuis Maxwell, on savait que ce n'était pas des anneaux solides, mais c'était des particules. On avait bien vu qu'il y avait des lacunes, les grandes divisions et tout le bazar. Mais après, on pensait que c'était simple. Et en fait, non, on s'est aperçu qu'il y avait plein de choses compliquées. Et donc, Michel s'est intéressé à la question. Il dit qu'est-ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut étudier la question. Donc, il a cogité sur la chose et il a dit, bon, en fait, ce qui est important, on va essayer de voir quelle est l'essence du problème. Alors, déjà, c'est qu'un système qui est à peu près plan, hein, quand même, les disques des anneaux de Saturne, bon, c'est relativement plan, donc on ne va pas s'embêter avec la troisième dimension, on va travailler à 2 dimensions. Parce que l'autre troisième, il y a certainement des phénomènes importants dus à la troisième dimension, mais pour la connaissance qu'on en avait à l'époque, les 2 dimensions suffisaient. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? En fait, on va représenter notre système comme une succession de rencontres binaires. C'est très simple, on le fait rapidement, et l'avantage, c'est qu'on peut étudier assez finement ce qui se passe dans la rencontre binaire. Et c'est là qu'il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que ces rencontres binaires, elles contiennent deux phénomènes physiques. D'abord la gravitation, hein, c'est la base du fait que les anneaux existent, que ça s'étale ou que c'est confiné, hein, on verra ça plus tard. Et il y a les collisions. Ça permet de perdre la mémoire de son orbite passée. Et donc ça, ce sont les 2 ingrédients essentiels dans l'interaction binaire. Bon, ensuite, pour simplifier la vie, comme on a vu que ce qui nous intéressait, c'était en gros la densité radiale. Alors, il y avait une sorte de symétrie de rotation. Bon, elle n'est pas complète, il y avait des variations en fonction de l'angle, mais principalement, ce qu'on a vu, c'était quelque chose qui avait une symétrie de rotation. Donc, on va s'intéresser à la structure radiale, et donc, on va garder qu'une seule coordonnée, la coordonnée radiale. Bon, et puis, pour simplifier la vie, parce que ça correspond aussi à ce que l'on voit, les particules, elles sont supposées être sur des orbites quasi circulaires. Bon, je ne vais pas rentrer après dans les détails de tous les traitements. Bon, on a fait beaucoup de calculs. Et en particulier, bon, quand on s'intéresse à l'interaction gravitationnelle, c'est là aussi que j'ai bien aimé travailler avec Michel, parce qu'il y a toujours des petits à côté, des petites choses comme ça, qui découlent, qui n'ont a priori rien à voir avec le sujet que l'on étudie, mais enfin c'est intéressant aussi. Donc,
On essaie d'étudier l'interaction à grande distance, comme vient de nous le montrer Fatih. Bon, il y a des problèmes de divergence, donc on a même dans le cadre du problème de Hill qui nous intéresse ici, hein, donc deux particules en rotation autour de Saturne. Quand les particules sont loin, il y a des divergences, mais on essaie de développer les fonctions qui arrivent, et on a des développements en série polynomiale et trigonométrique, et puis on se le fait à la main parce qu'on est grand, et puis on sait faire des calculs. Et puis c'est un travail manuel un peu pénible. Alors là, j'ai repris une vieille feuille que j'avais gardée, hein, j'en ai comme ça quelques dizaines. Ce sont des développements en série polynomiale et trigonométrique. Et on en a sur des dizaines de pages comme ça. Et puis moi, je les ai faits. Et puis bon, Michel en a fait aussi. On a fait chacun de notre côté jusqu'à l'ordre 3 ou 4 pour comparer, pour vérifier. Puis Michel, il dit, bon, bah, c'est gentil et tout ça, mais on ne va pas aller loin comme ça. Donc il s'est pris par la main et il a écrit un système de calcul symbolique pour les fonctions polynomiales et les fonctions trigonométriques. Donc ex nihilo, il faut voir ça, c'est en 83, sur un petit ordinateur, dans un langage qui s'appelle Forth, il va écrire un système de calcul algébrique. Et comme à l'époque, petit détail amusant, il y avait principalement des éditeurs lignes. Écrire un programme entier qui fait du calcul algébrique avec un éditeur qui écrit une ligne à la fois, c'est compliqué. Donc avant de faire ça, il s'est fait un petit éditeur, pleine page, écrit en Forth, et à partir de cet éditeur, il a fait son programme. Donc c'était vraiment... c'est tout juste s'il n'a pas lui-même soudé les trucs dans son ordinateur. Dans ce cas-là, non, il a acheté tout fait, mais le reste, il a tout fait. Et donc, bien sûr, qu'est-ce qu'il a? Il obtient voilà, les sorties de son programme. On a toutes les lignes. Alors, malheureusement, les papiers perdent un peu de leur qualité au bout de 30 ans. Mais on a l'ordre 7, l'ordre 8. Et dans le papier qu'on a publié à ce propos, donc on publie les formules jusqu'à l'ordre 8. On précise qu'avec le programme, on les a calculées jusqu'à l'ordre 12, mais qu'on les a vérifiées, chacun indépendamment, jusqu'à l'ordre 4 à la main, quand même, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas forcément trop confiance à ce que disait un ordinateur comme ça. Donc là, j'ai trouvé ça assez amusant que, voilà, moi j'étais en train de me casser la tête à faire mes développements, et lui il vient, ouais, alors voilà, moi ce que j'ai, tu pourrais me comparer ça? Oui, ah ben d'accord, tu as fait un programme. Bon, c'était comme ça. Bon, maintenant on avait donc analysé entièrement tout ce qui est l'interaction binaire de deux particules, et donc on essaie de mettre tout ça en forme pour essayer de faire un modèle d'évolution des anneaux. Donc ça fonctionne, on fait tourner notre modèle, on voit les anneaux qui s'étalent comme la théorie le prévoit plus ou moins. Dans certains cas, on peut créer, si on prend un anneau large et puis qu'on met une grosse particule dedans, on voit se former une lacune. Si on prend notre anneau étroit et puis qu'on met des gros corps, enfin des gros satellites de chaque côté, on empêche l'étalement. Tout ça, ça marche très bien, c'est superbe, on fait des papiers et tout, mais si on s'arrêtait là, ça ne serait pas assez bien, parce qu'on aurait juste montré qu'on a un modèle numérique qui fait des choses. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi ça fait ce que ça fait, et est-ce que ça a un rapport quelconque avec la réalité. Et donc là, avec Michel, c'est surtout Michel qui a fait ça, il a essayé d'écrire des équations qui expliquent pourquoi l'anneau s'étale à partir de la modélisation qu'on en a faite. On présente l'évolution comme étant le résultat d'une série d'interactions binaires, et à partir de là, on écrit une fonction qui nous donne le nombre de particules en fonction de leur position, de leur temps, et pour une masse donnée, et on en écrit une équation d'évolution, type Boltzmann, et puis c'est bien d'avoir l'équation, mais si en plus on peut trouver sa solution, c'est encore mieux. Donc il se place dans un cas asymptotique. Il fait une hypothèse qui était un de ses grands dadas de la self-similarité. Alors je n'aurais jamais comment dire ça en français, si quelqu'un a une idée. Autosimilarité, c'est vrai, j'oublie toujours celle-là. Donc l'autosimilarité, et à partir de ce genre de choses, il en déduit une solution qui est une parabole inversée, dont la largeur va évoluer en fonction du temps avec une certaine puissance du temps, et en même temps la hauteur, par conservation du nombre total de particules, va aussi évoluer dans la même chose. Et quand on s'amuse à faire les simulations, donc là les traits pleins
c'est la simulation de mon programme. Et le trait en pointillé, c'est la formule calculée par Michel, et ça marche effectivement très très bien. Donc on avait un programme, un modèle numérique et une compréhension analytique de la chose. Donc on a les deux côtés. Tout semble marcher. Alors en plus, bon, ce genre d'approche ici, ce genre de solution, là je vous la montre dans le cas simple d'un anneau qui s'étale. Si on met une grosse particule dans un anneau, on va créer une lacune. On a aussi une représentation de la formation de la lacune, de la même façon avec les équations qu'on avait décrites plus tôt, et ça marche aussi. Donc voilà, Michel, il voulait toujours voir un petit peu le côté analytique. Vous ne pouvez pas se contenter d'une simulation numérique, dans la mesure où le côté analytique n'était pas non plus trop compliqué. D'ailleurs, les études des anneaux, à ce moment-là, ça commençait à prendre de l'ampleur. Il y avait de plus en plus de gens qui travaillaient dessus, et des gens qui travaillaient avec un formalisme de milieu continu, ce qui permettait d'aborder des questions qu'on n'arrivait pas encore à aborder avec nos systèmes. Ça devenait un petit peu trop complexe, donc on a abandonné, aussi bien lui que moi. On a dit, bon, des gens plus doués que nous sur la question vont travailler là-dessus, et nous, on va faire autre chose. Donc on a un petit peu divergé. Alors on a quand même continué avec quelques petites choses, non pas sur les anneaux eux-mêmes, mais sur des petits à côté de ce qu'on avait trouvé en passant. Donc ici, on revient sur l'étude du système à 3 corps et les orbites périodiques dont on parlait tout à l'heure. Et on avait trouvé des choses intéressantes du genre, on avait des familles d'orbites, c'est-à-dire que ça c'est un des deux corps, le deuxième corps, il y a Saturne qui est par là, il y a un corps qui est là, et il y a le deuxième corps qui se balade en orbite autour de Saturne. Et puis on a un paramètre ici qui est la distance entre cette droite et la droite d'arrivée là. Et quand on varie très peu ce paramètre, on voit qu'on a des formes d'orbite qui évoluent très rapidement. Et en fait, elles sont liées effectivement à la présence d'une orbite périodique comme celle-ci. Alors il y en a un peu partout. Hein. Et suivant qu'on arrive ici, alors là on est sur une orbite périodique, on va s'enrouler là-dessus. Et si on bouge très très peu la valeur initiale, on va soit ressortir vers le bas, soit ressortir vers le haut. Et c'est lié à des points, à l'existence de points fixes hétéroclites, donc un point sel ici, et on se balade soit de ce côté ici, soit de ce côté-là. Et donc avec une toute petite variation de notre paramètre, on peut sortir à droite ou à gauche complètement. Et donc là, Michel était intéressé à dire qu'est-ce qui se passe, parce que quand on regarde la position des paramètres qui font qu'on passe d'un côté à l'autre, ça semble être complètement... ça fait un peu penser à un ensemble de Cantor. Donc il a dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, faire une étude de notre problème, c'est sympa, on peut le faire, mais ça demande énormément de ressources numériques, et on ne peut pas aller très loin parce que les équations sont compliquées. Donc il a élaboré un système qui est un billard incliné, et donc on a un truc un petit peu arrondi ici, et puis on a une bille qui rebondit, comme ça. Et suivant la position où on a exactement le même type de comportement que ce qu'on avait vu dans le cas du système à 3 corps. Et alors là, l'intérêt, c'est qu'on peut tout faire analytiquement. En particulier, bon, il existait déjà des résultats disant qu'à partir du moment où on a un point hétérocline, on peut s'amuser à définir une dynamique symbolique, c'est-à-dire qu'on peut se donner un ensemble infini de symboles. On va D1 jusqu'à Dn, et puis à partir de là, on peut assigner une orbite à un ensemble de symboles et vice-versa. Et donc là, il a fait, dans le cas particulier du billard incliné, il s'amusait à définir, donc on a notre ensemble de symboles qui sont des 0 ou des 1, hein, qui correspondent à, je tape sur la partie gauche ou la partie droite, et ensuite, en fonction du type d'orbite, on a des renseignements sur la série, la dynamique symbolique D, ou le nombre que l'on peut définir à partir de cette dynamique symbolique. Et ensuite, il en déduit un lien avec les valeurs précises du paramètre qui font changer, qui vont passer de droite à gauche, donc qui correspondent à des orbites oscillantes. Donc, sur un problème annexe, en quelque sorte, sur les anneaux de Saturne, on a détecté un petit truc amusant, et il a passé le temps qu'il a fallu pour définir le problème du billard incliné, qui, a priori, c'est pas pour la raison scientifique profonde, c'est juste parce que c'était amusant.
Et je pense que beaucoup de ce qu'il a fait, de ce que j'ai vu faire Michel Hénon, c'était « Ah ben c'est amusant, c'est beau, donc je vais le faire, je vais m'amuser à le faire ». C'était quand même génial. Un autre cas de travail qu'il a fait avec moi aussi, j'avais un peu quitté toutes ces histoires d'anneaux et je travaillais avec d'autres collègues, des collègues italiens principalement d'ailleurs, sur des problèmes de fragmentation. On s'intéresse à des astéroïdes. Dans les astéroïdes, les choses se baladent et puis ça se cogne à des grandes vitesses et donc ça se casse. Vous prenez deux cailloux, vous les balancez l'un contre l'autre à 4 ou 5 km par seconde, en général ça se casse. Donc il y avait plein de modèles qui existaient pour dire bon ben ça se casse, les fragments ont tel type de, enfin la distribution en taille des fragments c'est ceci ou cela, et c'était tout fondé sur on se prenait des lois de puissance, on donne la loi de puissance a priori d'après des résultats plus ou moins expérimentaux, mais il n'y avait aucune physique là-dedans. Et donc on s'est dit est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter de la physique et en particulier prendre en compte certaines limitations de notre chose, c'est que par exemple, avec les méthodes qu'on a utilisées jusqu'à présent, on n'était même pas sûr que la série de fragments que l'on considérait pouvait reconstruire le corps parent. C'est-à-dire que vous prenez des fragments, vous les cassez, si vous dites je vais prendre une série de fragments, vous n'êtes pas sûr que vous allez pouvoir refaire un certain corps particulier. Donc on a essayé de partir d'un modèle où on a une contrainte géométrique, c'est-à-dire qu'on se donne la forme du corps parent et on va essayer de casser ce truc-là en morceaux et on va s'assurer que les morceaux rentrent dans le corps parent et permettent de reconstruire le corps parent. On se disait que là, on allait peut-être avoir gagné quelque chose en termes de compréhension de la physique de ce qui se passe. Et on va voir ce qu'on obtient. Alors on a fait un programme. Ça, c'était un programme qui avait été fait par un collègue, Adriano Campo Bagatin. Et puis, on génère 1000 fragments. On a voilà, la distribution. Donc, ça, c'est la taille, le nombre de fragments. Voilà la distribution qu'on trouve. On en fait 10 000. Voilà le type de truc qu'on trouve. 100 000, 300 000, 500 000. Est-ce qu'il y a quelque chose? Bon, on a l'impression que plus on en a, on a une sorte de ligne là, qui a l'air bien droite, et puis après là c'est une saturation du fait qu'on a plus ou moins de corps. Donc on se dit il y a peut-être quelque chose de profond là-dedans. Mais j'arrivais pas à voir ce qu'il y avait dedans. Et on en parlait toujours à propos de ce fameux restaurant à l'Observatoire de Nice aussi, où on rencontrait Michel. Alors ce qui est amusant, c'est que j'ai toujours été dans le même bâtiment que Michel, sans jamais avoir partagé son bureau. Mais on discutait de nos petits problèmes comme ça, au restaurant bien sûr, parce que je n'avais pas à les débarquer dans son bureau alors qu'il travaillait sur les problèmes d'orbite périodique et moi sur mes problèmes de collision, je n'avais pas à le débarquer dans son bureau pour lui dire bon j'ai un petit problème. Donc on en parlait comme ça à table, et un jour il vient. Alors, autre que j'avais voulu vous dire, si on prend d'autres conditions initiales, on a le même genre de phénomène. Bon, ici, simplement, on a le cas où le plus gros fragment est très gros, et puis après, les autres sont plus petits. Bon, ça, c'est un autre cas, et il y a toujours ce même type de comportement. Et il m'apporte un petit bout de papier, là, donc je vous ai scanné, je l'ai même dans mon sac. Il a écrit « Exposant égale 2.8, 2 points d'interrogation ». Donc, on en avait discuté un jour à table, et un jour, il rentre dans mon bureau, il me pose ça devant moi. Qu'est-ce que tu me veux? C'est quoi cet exposant? C'est le problème dont tu m'as parlé. Ah oui, d'accord. Et effectivement, je m'amuse à prendre mes courbes, hein, donc les courbes précédentes, et j'ai tracé la courbe avec l'exposant 2.8. Et ça marche pile poil. Bon, en fait, on peut même expliquer qu'on a très légèrement, 2.8, c'est très légèrement surévalué. C'est très légèrement inférieur à 2.8. Donc, alors, il est gentil parce qu'il ne s'est pas contenté de me donner ça, il m'a donné la solution. Alors, bon, un truc très élégant. Donc, on part d'une fonction qui est le nombre de fragments. C'est la distribution de fragments en fonction de leur taille et du nombre de fragments qu'on a générés. Donc, forcément, l'intégrale, ça fait n, puisque c'est le nombre de fragments. On a une probabilité de générer un fragment de taille R au nème coup, qui est défini comme ceci, et il va aussi définir la surface de tous les fragments déjà existants,
et le volume disponible, et il va relier cette probabilité en fait à la surface et au volume, à la surface sur laquelle on peut créer d'autres fragments et au volume disponible. Et en fait, tout ce formalisme-là, ça reprend l'algorithme que l'on avait créé, c'est-à-dire qu'on avait un algorithme où on disait on a créé un certain nombre de fragments et on va en prendre un nouveau, et en fait, le nouveau, on va le placer de façon à ce qu'il touche les fragments existants. On ne s'amuse pas à créer des fragments les uns loin des autres, on se touche. Et en analysant cet algorithme, Michel nous sort donc cette fonction. Et bon, après avoir dit, bon, il n'y a pas d'échelle particulière, donc on va prendre une loi de puissance. Voilà, on prend une forme en loi de puissance, qui ressemble d'ailleurs bien aux formes que l'on avait vues tout à l'heure, et il en déduit l'exposant qui va être ici, où A ici est la dimension de l'espace dans lequel on se trouve. Donc si vous faites A égale 3, vous trouvez, comme par hasard, les 2,8. Si vous faites A égale 2, parce qu'on peut faire exactement le même algorithme dans un plan au lieu de faire dans une sphère, dans un espace à 3 dimensions, vous trouvez 1,75 et ça marche. C'est ça qui est génial. Donc voilà, il ne travaillait absolument pas sur la question. Il est venu, je lui en ai parlé, il a trouvé ça intéressant, amusant. Il est venu. Alors, ce qui découle de ce truc-là, c'est que là où on espérait avoir un gain, gagner de la compréhension physique de ce qui se passait dans nos problèmes de collision, mais il nous dit que non, la loi que l'on trouve, ça n'est rien d'autre que le résultat de notre algorithme de comment on génère nos fragments. Alors, à moins qu'on puisse prouver que la façon dont on génère nos fragments correspond à une physique de la fragmentation, ça c'est une autre paire de manches, on n'a pas gagné en connaissance de ce qui se passe. En fait, on n'a rien gagné sur la connaissance de la physique, on a juste montré que l'algorithme va nous donner une pente de 2,8 dans l'espace à 3 dimensions, ce qui est très bien, mais ce qui n'était pas exactement ce que nous cherchions. Un dernier petit truc, assez rapidement. À un autre moment, à peu près dans les mêmes années, je travaillais aussi sur des problèmes d'intégration à long terme de systèmes hamiltoniens. Et donc, bien sûr, si on veut faire des intégrations à long terme, tout le monde sait qu'il faut utiliser des intégrateurs dits symplectiques qui conservent certaines intégrales, et en particulier l'énergie. Alors ça marche très bien. Maintenant, vous vous placez dans un système hamiltonien que vous intégrez avec un intégrateur symplectique, mais où dedans, vous avez une rotation, parce que quelque chose tourne. Donc, vous rajoutez bêtement une rotation dans votre intégrateur hamiltonien. Et d'un seul coup, plus rien ne va. Si vous mettez une bête rotation, vous avez votre énergie. Donc, normalement, l'énergie est censée rester constante, ou alors croître comme la racine carrée du temps si on prend en compte le fait qu'on a des opérations tronquées. On a les erreurs de troncature dues à la représentation finie des nombres sur un calculateur. Et là, non, c'est quelque chose qui est tout à fait linéaire. Et ça part n'importe comment, tout simplement parce que dans mon problème, j'ai rajouté une bête rotation. Donc, j'en ai discuté avec Michel, il me dit « Waouh, c'est vrai que c'est embêtant et tout ». Bon, entre-temps, j'ai discuté avec Michel, j'ai discuté avec Jean-Pierre Rivet à l'Observatoire de Nice. Il y avait aussi, je ne me rappelle pas son prénom, mais Mischa Blanc, je crois. Mischa Blanc, un Russe qui travaillait à ce moment-là à l'Observatoire de Nice. Et on en est arrivé à la conclusion qu'on pouvait remplacer notre rotation par trois cisaillements. En fait, un cisaillement selon X, un cisaillement selon Y, et de nouveau un cisaillement selon X, ce qui d'ailleurs numériquement a l'avantage de faire une opération, il n'y a que 3 multiplications au lieu de 4, donc c'est plus efficace que d'appliquer une matrice de rotation. Et l'avantage aussi ici, c'est que même si vous n'êtes pas capable de représenter les nombres proprement, vous êtes toujours capable de le représenter proprement. Donc le déterminant de ces matrices est toujours exactement égal à 1, même sur un ordinateur. Et donc votre système aura toujours quelque chose qui sera égal à 1. Alors si vous faites alpha et bêta, vous les choisissez comme ceci en fonction de l'angle phi que vous vouliez avoir ici, vous montrez que le produit de ces 3 matrices, c'est la matrice rotation. Mais vous ne faites jamais la rotation, vous appliquez ces décalages. Et ça a le bon goût, là, de préserver les aires. Et à ce moment-là, l'erreur, vous voyez,
l'erreur en énergie reste très très faible et évolue comme on pourrait s'y attendre. Ce n'est pas une divergence linéaire. Donc on a résolu le problème. Moi je suis content, j'ai fait mon problème, je vais partir ailleurs. Michel, il ne s'arrête pas là, même si ce n'était pas un problème sur lequel il travaillait, il a trouvé que c'était amusant comme problème. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que quand je fais une rotation, ça ne marche pas, alors que quand je fais des décalages, enfin des cisaillements, ça marche? Eh bien, il va se poser des questions. Alors il va se dire, oui, effectivement, si je prends une forme de rotation, comme les nombres que je peux représenter sont en nombre fini, hein, ce n'est pas un continu, voilà. Donc ici, C, c'est le cosinus, S, c'est le sinus. On a une représentation qui est de la forme x fois 2 puissance moins p, où x est compris entre 0 et 2 puissance p. Et en fait, on va s'apercevoir que si on essaie d'extraire le déterminant de cette matrice, il va être de cette forme-là. Alors théoriquement, il faudrait qu'on ait x2 plus y2 égale 2 puissance 2p. Si on peut représenter ça, on a gagné. On a effectivement une matrice qui, dans la machine, a effectivement un déterminant égal à 1, et on ne va pas avoir de problème de divergence. Mais voilà, dans la réalité, la plupart du temps, on aura un cas ici qui n'est pas égal à 0. Alors on peut trouver des cas, en fait, il y a quand x égale 0 ou y égale 0, on a k égale 0. C'est à peu près les seuls cas. Donc ça ne fait pas beaucoup d'angles pour lesquels on peut représenter ça exactement. Mais bon, si on se place dans le cadre des nombres à simple précision, le P qui nous intéresse ici, c'est 24. Donc en gros, on a quelques 4 millions de cas à étudier. Hein. On a x de 0 à 2 puissance 24. Donc Michel s'est dit, bon ben, ce n'est pas un problème, on va explorer toutes les possibilités et voir ce que l'on peut obtenir comme valeur de k ici à chaque fois. Au passage, quand il fait ce travail, il précise bien dans l'article, ne faites pas ça n'importe comment, ne vous amusez pas à prendre directement un cosinus θ ou un truc. Prenez bien la peine de prendre le x et après de diviser par 2 puissance quelque chose. Là, c'est juste un décalage dans les exposants, vous ne perdez pas de précision. Si vous faites autrement, vous allez avoir des nombres, vous ne serez pas capable de bien comprendre ce que vous représentez comme nombre. Donc, même dans les petits détails comme ça, il est toujours très précis. Et donc on sort la liste de toutes les solutions en prenant k inférieur ou égal à 32. Il nous sort la liste de toutes les solutions x, y. Alors si vous augmentez la valeur de k, bien sûr, vous allez avoir plus de solutions. Mais voilà, toutes les solutions où on a k inférieur à 32. Donc une distance, enfin, donc le déterminant sera pas exactement égal à 1, mais pas trop grand. Et effectivement, à ce moment-là, on va pouvoir avoir des croissances, des divergences de l'énergie qui seront beaucoup plus lentes que ce que l'on pouvait attendre. En fait, elles seront non pas dominées par la divergence de la rotation, mais elles seront dominées par les autres erreurs d'arrondi dans les calculs. Donc c'est plus gênant, ce n'est pas la peine d'aller faire mieux. Maintenant, si on veut passer au cas de la double précision, le P qui nous intéressait, c'est 53. Donc avoir 2 puissance 53 nombres, ça commence à faire beaucoup, ça fait 10 puissance 16, ça fait un peu beaucoup. Donc même en ayant des bons ordinateurs, on ne peut pas le faire. Donc il casse la tienne. On s'aperçoit qu'on a en fait une équation diophantine, donc il va sortir quelques résultats de théorie des nombres, parce que c'était quand on lui en parlait, il dit « Non, je ne suis pas un mathématicien », c'est Uriel, je crois, qui a parlé du fait qu'il faisait que des mathématiques au niveau deuxième année de fac, mais en fait, bon, il connaissait quand même la théorie des nombres et tout ce qui concernait les équations diophantines. Il s'en est servi, et donc en étudiant toutes les solutions de ce genre d'équations, en se plaçant dans un cas particulier où S c'était donc de la forme 2 puissance 2P plus 2 puissance 2K ou quelque chose comme ça, on arrive à trouver, on a des résultats qui vous disent le nombre de solutions possibles de l'équation diophantine en fonction des diviseurs, savoir si le nombre de diviseurs qui sont 0 modulo 4 ou 1 modulo 4 ou 3 modulo 4 de x et des choses comme ça. Donc, de s, pardon. Et donc, voilà, il étudie tout ça et il nous dit, bon, ben voilà, normalement, on a donc P égale 54, mais on s'aperçoit que si on va à 51, ici, on a 512 solutions. À 512 solutions, entre 0 et pi sur 2, ça peut être intéressant. On peut avoir peut-être un pavage assez dense
du premier cadran et donc avoir suffisamment d'angles pour pouvoir faire des problèmes pratiques. Donc il nous donne les solutions ici, c'est vous prenez pour chaque facteur, vous prenez le membre supérieur ou inférieur et ça vous donne vous faites le produit, vous obtenez le x et le y et les angles correspondants sont donnés ici. Et effectivement, si on prend un angle quelconque, voilà la croissance de l'énergie, ce qui est toujours mauvais, sauf quelques cas très particuliers. Et si on prend un des angles qui ont été définis par la méthode précédente, on s'aperçoit qu'on a quelque chose qui est ici avec une pente 1,5, donc on est dominé par les autres types d'erreurs et non pas par la divergence liée à la rotation. Donc ça marche, et c'était vraiment le genre de choses que je voyais toujours Michel faire. Il arrivait, on avait un petit problème. Moi, j'avais trouvé la solution à mon problème. Mon problème, c'était d'être sûr que mes intégrales ne divergent pas. Ça marchait, c'est très bien. Mais lui, il a trouvé quelque chose qui était beau. Il est allé le faire. Je doute que ça ait jamais eu d'application. On a publié cet article. Je pense qu'on n'a jamais été cité sur cet article-là. Parce que je doute que ça intéresse qui que ce soit d'avoir la bonne rotation. Mais on a un article qui explique les bonnes rotations. Voilà, je vous remercie. Alors la question c'est quel ordinateur nous utilisions à l'époque. Alors quand j'ai commencé mon DEA, on avait un petit ordinateur, c'était un HP 1000 si mes souvenirs sont bons, c'était un petit ordinateur avec un écran intégré qui était dans une petite salle, on avait le clavier, on travaillait en basique. Et ensuite, ça c'était pour mon DEA, et ensuite quand on a voulu faire des choses un peu plus élaborées lors de ma thèse, on avait un ordinateur qui était l'ordinateur pour tout l'observatoire, qui s'appelait un Solar. Alors là, c'était une horreur. C'est une vraie usine à gaz, mais ça avait un certain charme. Alors on avait une pièce entière où il y avait le Solar. Il y avait encore, pour certains, la possibilité d'utiliser des perforateurs de cartes, ou alors on avait 3 consoles sur lesquelles on pouvait venir et programmer. Il y avait 3 consoles à l'époque, hein. Donc je me souviens, moi j'allais souvent squatter la console qui était dans la salle machine et on pouvait écrire nos programmes. Et bien sûr, on avait un petit écran, on avait la grosse imprimante 132 caractères, vous savez, avec les gros papiers couleurs alternées. Et on sortait nos papiers là, et puis on avait la grosse machine, et on avait une grosse imprimante qui permettait de tracer. À l'époque, on avait déjà la possibilité de tracer des points, donc de faire des dessins. Là, on a commencé à avoir un plotter qui permettait de faire des dessins. Je crains que ça aurait pu changer en ce sens que j'aurais été plus enclin à utiliser trop l'ordinateur et pas assez ma tête. Et Michel a toujours insisté sur le fait que bon, c'est très bien d'utiliser l'ordinateur. Hein. Il n'allait pas dire qu'il ne fallait pas les utiliser, puisqu'il adorait s'en servir, mais en même temps, il fallait toujours réfléchir. C'est pour ça, quand on avait le modèle numérique, il a tout de suite dit oui, c'est très bien, mais on va faire un modèle analytique qui confirme ce qu'on a vu. Et d'ailleurs, à propos d'ordinateur, il adorait tellement ça. Je me souviens une fois en 84, donc c'était au début de ma thèse, il y avait la foire internationale de Nice, à l'Acropolis en bas là, et on y est descendu parce qu'il y avait Apple qui exposait ses nouveaux ordinateurs, et c'était la première apparition du Mac, le premier Mac, vous savez, l'ordinateur bloc d'un seul truc, avec une souris et un système de fenêtrage type X Windows ou ce qui a été devenu après Windows, mais c'était les premiers ordinateurs dans ce genre-là, et c'était extraordinaire, quoi. Et donc on était comme 2 gamins, tous les 2 descendus. Il m'avait emmené avec sa voiture, on était descendus à la foire internationale de Nice pour aller regarder ce truc-là, et on s'est dit, wow, c'est génial et tout. On s'amusait comme des gamins. Voilà.